Bonsoir et bienvenue à vous. Vision revient ce soir sur une relation qui ne cesse d'osciller entre tension et volonté d'apaisement, entre mémoire, politique, médias et initiatives de rapprochement. Que se joue-t-il réellement aujourd'hui entre Alger et Paris qui attise la discorde, qui œuvre au dialogue? Et pourquoi l'Algérie reste-t-elle au cœur du débat public français? Tant de questions que nous poserons à nos invités. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Hssen Qassimi, expert en questions sécuritaires et migratoires. Monsieur Qassimi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Nous avons également avec nous notre consultant Sami Qaidi. Sami, bonsoir. Bonsoir Halim et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous par téléphone et à partir de Lyon, Monsieur Nasser Khabat, président du MOUDAF, Mouvement dynamique des Algériens de France. Monsieur Khabat, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Bonsoir et surtout toutes mes salutations au peuple algérien et à vos invités, M. Qassimi et M. Khaïdi. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions, M. Khabat. Alors, juste pour commencer, M. Qassimi, pourquoi observe-t-on deux discours opposés en France, un qui joue l'apaisement et l'autre qui, au contraire, attise régulièrement les tensions? Qu'est-ce qui motive justement cette fracture entre les deux? C'est politique, c'est idéologique, c'est médiatique? Bon, je reprendrai un peu ce qui se dit au sujet de ce qui se passe actuellement en France. C'est qu'il y a des réseaux actuellement de l'extrême droite qui sont très puissants, qui sont dominants et qui tiennent bien sûr un discours radical, intégriste, extrémiste voire et encore plus dangereux quand il s'agit de relations avec l'Algérie. Maintenant, pour le discours d'apaisement, il faut le dire, que c'est un discours minoritaire. Il y a actuellement Ségolène Royal, de Villepin, quelques-uns qui ne sont pas encore associés à l'organisation de malfaiteurs qui s'attaquent tout le temps à l'Algérie et qui essayent de porter atteinte à son crédit et à la déstabiliser. Donc vous voyez que nous avons dans cet équilibre entre ceux qui prônent un peu le discours de la modération et ceux qui sont excessivement violents et bien sûr belliqueux à l'égard de l'Algérie, sont considérés actuellement comme étant majoritaires et qui sont encore très influents, aussi bien au sein du Parlement, aussi bien au sein du gouvernement et au niveau de la hiérarchie qui dirige ce pays. Donc vous voyez que actuellement le schéma n'est pas tellement favorable en France à l'Algérie puisqu'elle subit avec beaucoup de patience, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de dignité toutes ces campagnes qui sont dirigées principalement contre contre l'Algérie. Mais l'Algérie dans tout cela reste quand même un partenaire, un pays qui a des valeurs, un pays qui est soucieux de sa dignité, de sa réputation, donc ne verse pas dans l'hostilité, ne verse pas dans l'insulte, ne verse pas dans, bien sûr, la contradiction improductive. Et vous voyez que nous avons vu la dernière visite de Mme Ségolène en Algérie. Oui. Et on tirera peut-être tout à l'heure toutes les conséquences de cette visite. Et on pourra en discuter au moment voulu. Oui. Alors, nous voudrions bien sûr avoir votre avis, Monsieur Nasser Khabat, pardon. Mais avant cela, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas encore votre mouvement, le MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens en France, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement qu'est-ce qui a motivé sa création et à quoi œuvre-t-il? Effectivement, le MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens en France, est né précisément dans une période où une turbulence, à juste titre, touchait l'Algérie, notamment la période du Hirak. Et nous nous sommes rendus compte que, aimant notre patrie et défendant l'intérêt de notre nation, on s'est dit oui au changement, oui légitimement à ce Hirak béni, comme on l'a bien légitimement appelé, mais on s'est dit aussi attention aussi à toutes ces opérations qui travaillent dans l'ombre et ces officines qui voudraient à des agendas bien précis, saisir de cette occasion pour renverser les institutions algériennes et nous mettre dans un chaos absolu pour un profit de prédateurs qu'on a connu et qui a laissé en Algérie une trace, qui sont les années noires. Donc nourris de littérature objective et bien précise, telle que Ahmed Ben Saada, on a apporté à maturité, si vous préférez, sur la place de la communauté, dire un changement oui, mais un changement avec une certaine vision, une certaine vigilance, je voudrais vous dire, et le MOUDAF est né à ce moment-là précisément.
donc il y a 5 ans. Ouais. Et il a avec beaucoup d'humilité, hein, pour ambition, d'accompagner la communauté par des débats, par l'approche intellectuelle et rationnelle de notre pays, à travers l'idée d'une algérienité que nous vivons, nous, Algériens de l'étranger, une algérienité assumée, une algérienité politiquement mature, pour se dire que finalement les défis qui touchent la nation et la patrie, nous en sommes pleinement conscients et nous contribuons humblement à accompagner le pays dans sa mutation, dans son renforcement et dans son avenir. Très bien. Alors, on va revenir vers vous, justement, M. Rabat, mais avant cela, je voudrais poser cette question à vous, Samir Qaïdi. On pensait, avec le départ de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qu'on avait tourné la page, et pourtant on s'aperçoit que l'Algérie reste toujours un sujet de politique intérieure en France. Tout à fait, et cela démontre par excellence qu'il ne s'agissait pas d'un homme, mais d'une idéologie qui est bien ancrée, d'un mariage qui est clair entre plusieurs lobbies, en l'occurrence le lobby sioniste, le lobby marocain qui est infiltré de grands pans de la vie politique française, et également c'est nostalgique du colonialisme, ces descendants de l'organisation terroriste de l'OAS qui se sont alliés, donc dans une alliance objective pour porter atteinte à notre pays. Et on voit bien que ces campagnes de déstabilisation, ces campagnes diffamatoires contre notre pays ont connu un coup d'accélérateur depuis que notre pays connaît ces dernières années une croissance économique très importante, la mise en service de projets structurants et stratégiques qui semblent déranger toutes ces puissances et toutes ces alliances et ces lobbies, car notre pays revient de loin. Il a mis en place toute une série aussi de mesures pour atteindre l'émergence, et cela se dérange. L'émergence d'une puissance au sud de la Méditerranée dérange, et c'est pour cela que pour moi, nous ne sommes pas là face aux élucubrations d'un personnage, en l'occurrence l'ancien ministre de l'Intérieur français, mais bien d'une stratégie qui est le fruit en fait d'une peur panique de voir l'émergence d'une Algérie. Très bien. Alors, Monsieur Qassimi, cette attitude, elle peut aussi être liée à la mémoire coloniale, à l'importance de la diaspora algérienne en France, ou à des calculs électoraux, sachant que beaucoup d'échéances électorales sont à prévoir en France, notamment l'élection présidentielle. Vous avez raison de dire cela, parce que vous savez que l'Algérie constitue actuellement un dossier qui fait l'objet de véritables instrumentalisations qui sont odieuses en France par une classe politique de l'extrême droite qui, bien sûr, utilise ce dossier pour un peu produire et diffuser de la haine, bien sûr, de la peur surtout. Il faut dire que le discours de l'extrême droite s'apparente à du fascisme qui se développe sur les peurs et bien sûr des populations, pour pouvoir un peu aller vers un totalitarisme politique qui est d'ailleurs en train de s'installer en France. Tout à l'heure, on donnera l'exemple de Ségolène Royal pour expliquer un peu ce totalitarisme politique qui est en train de s'installer en France. Il faut expliquer aussi qu'au début, il faut le dire, et là, le président Macron a été animé d'une volonté de vouloir aller très loin sur le dossier de la mémoire, sur le dossier de la repentance, pourquoi pas de la réparation. Et malheureusement, c'est un président qui ne dispose pas suffisamment de pouvoir pour pouvoir régner et bien sûr gouverner en France. Une assemblée dont il a perdu la totalité du pouvoir au sein de l'Assemblée. Il a été réduit en minorité. Ça l'a fragilisé. Et c'est un président qui est sans pouvoir. Donc il y a à côté une extrême droite qui a pris, bien sûr, qui s'est alliée aussi à des réseaux sionistes, il faut le dire. Les réseaux sionistes en France sont très puissants. Ils ont des moyens de communication qu'ils financent, qu'ils contrôlent et qu'ils utilisent à tous les coups pour des desseins qui sont à la limite machiavéliques, pour ne pas dire terroristes. Et là, j'utilise le mot terroriste pour la simple raison pour dire que
l'extrême droite, dans son évolution actuelle, ressemble beaucoup au terrorisme politique qui est pratiqué ailleurs pour un peu détruire la démocratie, pour détruire les libertés publiques, pour détruire les libertés d'expression en France. Et c'est un peu ce schéma-là qui se développe actuellement, malheureusement en France, où pratiquement tous les contre-pouvoirs ont été balayés, ont été détruits, et il y a la montée de l'extrême droite aussi puissante, aussi forte, et aussi, bien sûr, nocive et pernicieuse. Et là, nous assistons malheureusement à tous ces dégâts collatéraux, et nous surveillons encore plus, ici en Algérie, à tous ces dérapages et ces mouvements qui sont en train de se développer de manière un peu dramatique. Très bien. Alors, Monsieur Nasser Khabat, quelles sont les actions que votre mouvement mène justement pour défendre les intérêts de ces Algériens qui vivent en France et qui vivent de plein fouet cette crise, aussi bien sur le plan politique et économique, sur le plan social et culturel aussi? Disons qu'au MOUDAF, mais comme beaucoup de mouvements de la communauté qui vivent singulièrement en France, c'est d'abord et avant tout une prise de conscience collective qui nous anime. Et pour ceci, nous devons et nous faisons des rencontres. Nous avons aussi des moments marquants, des dates mémorielles importantes, 1er novembre 54, 5 juillet, et tous les événements finalement qui tendraient à finalement nous faire prendre conscience collectivement de notre identité mémorielle, de notre identité de l'histoire algérienne, qui forme et qui forge l'esprit d'une conscience politique assumée. Et je crois qu'aujourd'hui, pendant trop longtemps, si vous préférez, la communauté nationale algérienne établie en France a pendant trop longtemps été vécue comme un rapport administratif avec les institutions, les consulats. Et je crois que depuis plusieurs mois maintenant, c'est une prise de conscience que nous avons. Et de par l'État et de par l'appel du président Abdelmajid Tebboune depuis son arrivée à la présidence de la République, en disant que naturellement que la communauté des Algériens qui vivaient dans le monde, et singulièrement en France, était partie intégrante de la communauté nationale. Et je crois qu'en ces temps où on attente au quotidien par des attaques fallacieuses, médiatiques, à la souveraineté et aux institutions algériennes, je crois que finalement, la communauté nationale établie à l'étranger a trouvé naturellement sa place, une place qui est aussi une antichambre de la défense de la souveraineté algérienne, naturelle. On ne peut pas choisir entre la napatrie qui coule dans notre veine. Et de ce fait, le MOUDAF, comme d'autres mouvements, nous attelons à faire en sorte que collectivement nous prenons et nous nous élevons sur le point de vue politique, nous nous élevons sur le point de vue de la conscience politique, c'est ce qui fait partie intégrante de notre identité historique. Je vous rappelle que le 1er novembre 54 a été pensé, initié et mis en route par une jeunesse algérienne, une jeunesse algérienne qui avait un idéal, c'est de retrouver la liberté, sa liberté qui avait été volée 130 ans avant, et c'est cette conscience politique qui a mené à la liberté algérienne. Je crois qu'aujourd'hui, en 2026, nous pouvons et nous devons impérativement être et avoir une conscience politique collective. C'est le seul rempart qui pourra aujourd'hui et renforcer et développer la notion de nation algérienne dans le monde. Alors je vais vous poser cette question à vous, M. Khabat, puisque vous vivez là-bas en France. Comment l'opinion française perçoit-elle réellement l'Algérie au-delà du bruit médiatique? Qu'est-ce que vous sentez qu'il y a un changement de cette perception depuis cet acharnement médiatique? Vous savez, il a échappé à personne que cet acharnement médiatique a commencé déjà il y a plusieurs mois, voire peut-être 2-3 ans, où on est monté en puissance, où on sent les lobbies, tout d'abord les lobbies des réseaux médiatiques tels que CNews, et à leur commande des Bolloré, des hommes très puissants. C'est monté, comme dirait l'autre, crescendo. On a d'abord attaqué des personnes, on a attaqué des produits algériens, on a attaqué des sportifs, on a attaqué des petites choses, comme dans la fenêtre de Vermont, pour donner à l'opinion publique française déjà un cadre dans lequel on se permettait de parler des Algériens de manière fallacieuse. Et puis cette montée en puissance aujourd'hui, elle touche les institutions, et dernièrement on a vu un documentaire, si on peut appeler ça un documentaire, sur une chaîne publique, donc on a passé un cap, on a passé un nouveau cap qui remet en question et qui attaquait directement le président de la République, Abdelmajid Tebboune, les institutions algériennes, et surtout, un fait sans égal dans cette guerre médiatique que nous mènent certains médias français, c'est surtout la mise en question, la mise en doute d'élus franco-algériens
qui serait la 5e colonne du pays. Oui. Là, on a passé un cap, et je crois que... On va revenir justement sur ce reportage, Monsieur Rabat. D'accord. Oui, mais est-ce que il y a beaucoup justement de citoyens français qui se méfient beaucoup des médias? Est-ce que, par exemple, via les réseaux sociaux, cette perception est plus ou moins nuancée pour eux? Alors vous savez, on est dans une vraie guerre cognitive aujourd'hui. Nous sommes dans une vraie guerre cognitive, avec quelles informations, qu'elles soient sur les réseaux ou ailleurs. Je crois qu'on a deux mondes. Il y a le monde des franco-français qui sont là, qui ne sont pas initiés, pas informés, et qui suivent malheureusement les chaînes de grande écoute, et qui, eux, sont influencés. Ouais. Et qui sont influencés pour un vote négatif, et pour un vote pour aller rejoindre le Rassemblement national ou la droite extrême. Et nous avons un corpus de Français qui sont initiés, qui sont sur les réseaux, qui sont informés, eux par contre qui font très bien et qui mesurent le drame politique français qui est en train de s'opérer en France. Ils le mesurent parce que nous sommes partie intégrante de la communauté nationale française. Je vous rappelle que nous sommes plusieurs millions par camp constitués. Nous sommes des salariés, des employés, des universitaires, des chefs d'entreprise, des médecins. Si vous faites aujourd'hui le retrait des médecins algériens du bassin sanitaire français, c'est le système français sanitaire qui s'écroule aujourd'hui, qui s'écroulerait. Donc, du coup, vous avez un côté des politiques qui sont silencieux mais conscients que c'est une impasse absolue pour la vie française politique dans sa globalité, et vous avez une majorité de gens qui aujourd'hui se laissent bercer par la sirène de la simplicité du Rassemblement national, qui, à mon avis, est l'issue sans voix et le drame français de ce XXIe siècle. Très bien. Alors, il y a eu, comme le disait M. Qassimi tout à l'heure, la visite récente de Ségolène Royal à Alger, qui a également provoqué un débat en France. Qu'est-ce qu'on lui reproche par rapport à son discours, Samy? Écoutez, moi je ne dirais pas qu'il y a eu un débat. Ouais. J'ai constaté qu'il y a eu une course à l'échalote. Course à l'échalote de la haine contre Ségolène Royal et sa visite dans notre pays. Pas une journée n'est passée sans qu'une radio, en l'occurrence Europe 1 ou CNews ou d'autres médias en France, se sont attaqués à sa personne, l'ont diffamé, etc. On a vu une journaliste et également une éditorialiste, Madame Cluzel. Vous avez vu, c'était celle qui s'était démarquée avec sa fake news sur les bûches de fin d'année. C'était tellement ridicule. Voilà. Ouais. Donc, elle est montée au créneau, traitant Ségolène Royal de lâche. Un député également français qui a appelé à condamner, imaginez-vous, Ségolène Royal pour haute trahison. Donc on voit bien la folle fuite en avant de cette classe médiatico-politique, inféodée généralement à l'extrême droite. On a bien vu l'inénarrable Xavier Driancourt, qui a également échangé tous les mots les plus inadmissibles sur un plateau pour s'attaquer au voyage entrepris par cette ex-candidate à la présidentielle française. Et où le bas blesse, c'est que on a l'impression que les digues autrefois qui tenaient quand même un peu le discours d'extrême droite a fini par céder et laisser place aux discours les plus nauséabonds. Donc il y a une volonté claire et nette et précise d'étouffer toutes les voix de la raison, les voix qui appellent à une politique équilibrée, à une politique finalement de respect vis-à-vis de notre pays, mais également d'autres pays dans le monde. Donc une extrémisation, finalement, pour reprendre une terminologie qui avait cours en France dans les années 80-90, il y a une véritable lepénisation des esprits de cette classe médiatico-politique. Monsieur Qassimi, vous avez également suivi cette visite de Ségolène Royal. Côté algérien, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce voyage? D'abord, Madame Ségolène Royal est arrivée en Algérie et dans le cadre d'une association Algérie-France. Donc c'est une association apolitique, elle ne représente aucun parti politique. Beaucoup plus des objectifs culturels, économiques.
Donc on ne peut pas lui reprocher d'être à la solde de tel ou tel parti. Donc c'est une femme qui est venue un peu déblayer un terrain miné de toutes parts par une extrême droite qui ne laisse plus aucune possibilité de dialogue depuis plus de 8 mois. Souvenez-vous qu'il n'y a plus d'ambassadeur entre l'Algérie et la France depuis juillet de l'année passée. Donc nous sommes à la limite, dans les faits, dans une rupture diplomatique qui ne dit pas son nom, mais dans une situation aussi difficile parce que Ségolène Royal, on en a parlé. Et elle a expliqué un peu les exigences de l'ordre de revenir à un discours plus responsable, à des relations plus apaisées. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cette levée de bouclier en France, quand cette dame honorable et sérieuse, responsable d'ailleurs, et qui a essayé un peu de ramener le débat politique sur des terrains plus sérieux et de sortir du débat de l'extrême droite qui est sous-tendu par des personnages qui, à la limite, sont très dangereux pour la sécurité de la France, pour la stabilité de la France, d'autant plus que c'est un discours qui ne s'adresse pas, qui ne pénalise pas uniquement la France en Algérie, mais qui pénalise la France dans toute l'Afrique, sur tout le continent africain, parce que les attaques contre l'Algérie de la France résonnent sur tout le continent africain. Et c'est un discours que je considère comme un discours suicidaire qui un peu tourne le dos à l'Afrique, tourne le dos à ses voisins de l'Afrique du Nord. Et cela, bien sûr, n'est pas rentable, ni sur le plan culturel, ni sur le plan économique, ni sur le plan civilisationnel. Et c'est un discours qui veut nous ramener au Moyen-Âge, d'une époque qui n'existe plus. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi la France continue à tenir, 70 ans après l'indépendance de l'Algérie, continue à tenir ce discours de la France-Afrique, d'une manière générale, pour schématiser, parce qu'on est dans un discours de l'Ouest, on est dans un discours colonial, mais d'une manière générale, c'est le discours de la France-Afrique, c'est le discours de la colonisation qui est mis au devant par une classe politique de l'extrême droite qui bien sûr, décrédibilise, dévalorise même au sein de sa propre opinion publique, qui ne comprend pas tant de méchanceté, qui ne comprend pas pourquoi les militants et les chefs de cette mouvance politique de l'extrême droite ne parlent pas des problèmes des Français, des problèmes de la France, qui sont malheureusement occultés, dramatiquement occultés, parce que ce pays s'enfonce de plus en plus dans la crise et qu'on ne voit pas un discours politique sérieux en mesure de proposer des solutions viables pour l'avenir des Français. Il faut noter également que ces politiques vont à l'encontre des dispositifs européens pour le bon voisinage et une vision commune en Méditerranée. Ouais. On voudrait également avoir votre avis sur cette visite de Ségolène Royal. Monsieur Rabat, comment votre mouvement a suivi cette visite et est-ce que c'est une initiative à encourager tout de même? Vous savez, la vérité n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour sortir. Oui. Une simple présidente d'association nouvellement élue s'est déplacée à Alger et elle a fait bouger tous les médias français qui sont contre le bon sens et contre l'intérêt même, j'oserais vous dire, de la France. Tout simplement parce qu'en réalité, Ségolène Royal, quand elle se déplace et qu'elle va dire une vérité depuis Alger, ça fait mal à ceux qui sont ennemis de l'intérêt de la France peut-être, ça fait mal à ceux qui sont ennemis des intérêts des relations pacifiées et intelligentes entre la France et l'Algérie et la France, et c'est pour ça qu'il y a une levée de boucliers médiatiques. Sans ça, on n'aurait pas eu tout ça, mais parce que Ségolène Royal a fait mal aux ennemis de la relation pacifiée, et c'est pour ça que Ségolène Royal s'est vu détruire sur les médias français, sur certains médias français, de par cette démarche. Oui. Et je crois que Ségolène Royal, c'est d'abord et avant tout un personnage qu'il faut encourager, de par son honnêteté, de par son honnêteté intellectuelle et politique. Elle dit des vérités qui dérangent aujourd'hui, et elle porte une voix de vérité que nous soutenons naturellement, de par cette association où elle est présidente, où je vous rappelle, à l'époque, Chevènement était président, Montebourg était président. Ouais. Finalement, des amis d'Algérie, ça a toujours été des amis d'Algérie qui ont été présidents de cette association. Et nous encourageons naturellement cette belle démarche. Et non seulement nous encourageons, mais nous allons au Moudaf inviter Ségolène Royal à venir échanger avec nous et à venir un petit peu nous expliquer cette belle vision du monde partagé qu'elle a.
Très bien, alors vous parlez de levée de bouclier médiatique. On va justement parler de ces relations dangereuses entre les médias et l'extrême droite dans ce sujet signé Maïsel Bouahla. La mainmise quasi totale de l'extrême droite sur l'espace médiatique n'est plus à démontrer. Des médias supposés être des contre-pouvoirs se sont mués en instruments d'influence, façonnant l'opinion publique et banalisant des discours haineux et racistes. Les médias français sont tenus par 10 milliardaires. 90% des journaux en France sont tenus par 10 milliardaires. 55% des plateformes numériques et de l'audiovisuel. Au cœur de ce système, Vincent Bolloré, il incarne la concentration du pouvoir médiatique avec une poignée d'hommes fortunés. Les médias de l'extrême droite fabriquent une information erronée, orientée dans le but de barrer la route à toute réflexion constructive et objective. Les voix qui vont à l'encontre de l'extrémisme sont tout simplement marginalisées, voire étouffées, et où la liberté de la presse perd toute crédibilité. Vincent Bolloré a un énorme groupe. Il a une chaîne payante qui est Canal+, une chaîne info, qui est un outil d'influence, une radio, un groupe de presse qui est Prisma, plus ce qui risque de prendre sur l'édition qui appartient aujourd'hui au groupe Lagardère. On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous. Le modèle économique de certaines chaînes d'information, c'est pas de produire de la vérité, c'est pas de fabriquer de l'information, c'est de fabriquer de la discorde, de la polémique, ce qu'on appelle des clashs ou du buzz. Mainmise sur les médias, étouffement du pluralisme et marginalisation des journalistes objectifs sont dorénavant les maîtres mots prônés par les médias de l'extrême droite et une orientation politique bien orchestrée. Alors, ça va nous permettre de revenir sur ce reportage qui a été diffusé sur France 2, une chaîne publique, rappelons-le. À part aggraver les tensions diplomatiques entre les deux pays, quelle a été l'utilité de la diffusion de ce reportage à ce moment précis, Samy ? Écoutez, aucune. Si ce n'est attiser justement de ce pseudo-complément d'enquête qui est en réalité une opération pour s'attaquer aux relations bilatérales, s'attaquer au réchauffement qui était perceptible ces dernières semaines, n'a servi que les intérêts supérieurs de cette caste oligarchique qui est également derrière la réalisation de ce reportage à travers, bien entendu, ces cercles, ces lobbies qu'on a abordés, qui ont tout intérêt à voir une Algérie loin et qui n'a pas de rapport pacifié finalement avec la France. Pourquoi ? Parce que finalement, ces groupes d'intérêt, ces personnes également qui sont derrière la manœuvre, ont comme ligne de mire des intérêts étrangers. Ils ne sont pas pour la promotion d'intérêts français, mais pour les intérêts de, finalement, leur patrie chérie, si je puis dire. Ouais. Car pour certains, c'est le régime marocain et les intérêts de ce régime qui est le plus important. Pour d'autres, c'est bien entendu les intérêts de l'entité sioniste. Et pour d'autres, c'est bien entendu des logiques extrémistes qui les animent. Mais on voit bien que la problématique, c'est que ce reportage est complètement ne souffre d'un manque de crédibilité. Oui, la preuve est que Mme Ségolène Royal avait dit qu'elle a été approchée mais pas uniquement. Oui. Nous avons également l'historien français Benjamin Stora qui a critiqué l'éthique journalistique dans l'élaboration de ce travail médiatique. Alors là, on est vraiment dans une forme de manipulation qui ne dit pas son nom, car Monsieur Stora avait été contacté pour participer à ce reportage, enfin ce documentaire entre guillemets. Il a bien entendu participé en répondant à des questions qui avaient trait à la mémoire et aux souffrances infligées par la France coloniale à l'Algérie. Donc un entretien qui avait duré plus d'une heure et demie. Et seulement 2 phrases ont été retirées de cet entretien. 2 phrases qui n'ont aucun lien avec le rapport initial qui est la mémoire, la question de la mémoire. Et donc on voit bien qu'il y a une volonté de manipulation, une volonté de faire dire
certaines choses pour s'attaquer à l'Algérie, pour s'attaquer finalement à aussi, comment dirais-je, la position algérienne. Car force est de constater qu'un dérapage gravissime a eu lieu durant la diffusion de ce reportage, c'est des insultes portées au président de la République, qui est finalement, pour rappeler notre constitution, le symbole de la nation et du peuple algérien. Très bien. Monsieur Rabbat, vous avez aussi réagi vivement à travers un communiqué à ce reportage que vous avez qualifié de biaisé et à charge. Vous avez utilisé des mots très forts dans votre communiqué. Oui, et encore j'ai utilisé ces mots parce que je n'ai pas trouvé des mots encore plus forts, parce que finalement, au-delà de ce qu'a dit votre invité, et pour le compléter, et qui a complètement raison, c'est qu'on jette aussi, vous comprenez, il faut prendre conscience que nous avons plusieurs centaines d'élus franco-algériens sur le sol français. Oui. Et quand vous avez dans ce documentaire, s'il peut porter encore ce nom, quand vous avez subtilement distillé le fait que ces élus franco-algériens seraient manipulés par des agents consulaires qui seraient là pour travailler pour eux, vous jetez en même temps le doute et tout l'anathème sur les centaines d'élus franco-algériens qui vous rentreront en mairie, où nous avons des maires, des adjoints au maire, des députés, des conseillers régionaux, des conseillers généraux. Nous avons des conseillers métropolitains qui sont aujourd'hui franco-algériens et qui sont pleinement respectueux de la République, sur lesquels on jette un doute. Si vous préférez, on essaie de couper en même temps toute la force, toute la dynamique positive des républicains franco-algériens qui sont sur le sol français, tout en frappant en même temps très fort sur la souveraineté, sur le chef de l'État, en l'occurrence M. Tebboune, dans le même reportage. Ça veut dire que tout ce qui est algérien, il faut que ça soit bombardé. Et donc c'est pour ça que ce documentaire est grave, parce qu'il est payé par les impôts des Français, et ces élus sont des Français à part entière. Et donc c'est avec ces impôts-là qu'on arrive à faire un montage et un documentaire fallacieux, honteux et finalement qui attaque pleinement la communauté des Algériens. Cette communauté des Algériens, comment a-t-elle justement reçu la diffusion de ce reportage? C'est une frustration supplémentaire? Je ne dirais pas le mot frustration, parce que tout simplement que je crois qu'aujourd'hui nous sommes pleinement conscients de ce qui se passe. Oui. Je dirais plutôt que ce sont ce genre de documentaires honteux qui confortent et qui confirment l'idée que nous sommes dans une identité algérienne à laquelle nous devons prendre notre responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, en 2026, la communauté des Franco-Algériens, des Algériens qui vivent en France, nous prenons conscience collectivement et politiquement parlant que nous devons être unis pour pouvoir défendre nos intérêts. Il est plus acceptable aujourd'hui, en 2026, en France, après une présence marquée et remarquée de la communauté des Algériens depuis quasiment un siècle, que nous soyons encore à ce niveau-là. Ouais. Il est plus acceptable. Et je crois que, bien au contraire, vous savez, je voudrais vous dire que dans un mal, il y a un bien. Ce genre d'attaque qui se répète depuis plusieurs mois. Vous savez, nos enfants, on est là, nous sommes des parents responsables, nos enfants nous interrogent, papa, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai personnellement un fils qui est en 5e année de pharmacie, qui est né en France, qui vit sa jeunesse naturellement bien, et qui est tout à la fois et a mérité aussi de son Algérie. Il me dit, papa, pourquoi on nous attaque du matin au soir? Et bien, vous savez, ce genre de réaction, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, papa, j'ai un stage à faire en 5e année de pharmacie, je vais le faire en Algérie. Je veux découvrir mon pays, je veux découvrir mon origine. Ça veut dire que ça fait un effet inverse. Ça veut dire que ça pousse la communauté nationale à se retrouver, ça pousse la communauté. Je vous rappelle que cette communauté de plusieurs millions de personnes est établie en France. Nous avons des classes sociales, nous avons des universitaires, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des réussites parfaites, mais qui sont individuellement, qui vivent individuellement. Aujourd'hui, le vrai défi qui va toucher la communauté, c'est de nous rassembler, nous unir, nous connaître et nous reconnaître pour défendre nos intérêts. Et dans nos intérêts, je vous rappelle qu'il n'y a pas une famille d'Algériens qui n'a pas été touchée par le drame du 1er novembre 1954. Nous avons tous eu un proche, un aïeux qui est mort pour la libération de l'Algérie. Donc nous avons tous un héritage du 1er novembre 1954 et la majorité des Algériens de France sont respectueux, sont vindicatifs de cette histoire algérienne qui est aussi la leur. Très bien. Alors, le nom de Rachida Dati, ministre de la Culture, rappelons-le, Monsieur Qassimi, a été associé à ce reportage par certains, suggérant son implication dans cette campagne hostile. Quelles sont les bases de ces allégations? Vous savez que Rachida Dati, d'abord, avant de parler
ces relations avec, bien sûr, c'est des relations plus ou moins non déclarées Oui. dans les manipulations de ce documentaire, de ce complément d'enquête, d'ailleurs que j'appellerais comme étant un complément de mensonge. Oui. Donc Rachida Dati est connu pour être l'un des, pratiquement des piliers des lobbies du Marzen en France. D'ailleurs, des moyens très importants ont été mobilisés pour la préparer, pour prendre la mairie de Paris. Et bien sûr, vous savez, dans la situation actuelle, Rachida Dati, qui travaille énormément avec toutes ces organisations de l'extrême droite, bien sûr, cherche par tous les moyens à encore rester au pouvoir. Souvenez-vous, Rachida Dati a été ministre de Sarkozy. Et elle est encore, sous Macron, elle est encore ministre, Oui. avec tous les scandales en série de corruption, Oui, elle est maintenue. de trafic d'influence, de mœurs et bien d'autres dossiers qui Justement, lui elle a prennent. utilisé son poste de ministre de la Culture, puisque c'est un média public, justement, pour Et de la communication également. Oui, de la communication pour vous être à la savez manœuvre. que actuellement, le problème de la France, ce n'est pas l'Algérie. Le problème de la France, c'est l'extrême droite. Oui, même. L'extrême droite est en train de pratiquement de tirer à bout portant sur la France. Oui. Parce que c'est une France qui est en train de, sous les regards médusés de nous, des Algériens et des autres pays, de voir ce pays qui s'enfonce dans la division, dans la confrontation interethnique, identitaire. Ben, quand on voit l'extrême droite parler de l'identité, des ethnies, on a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Donc le problème de la France, ce n'est pas l'Algérie. Le problème de la France, c'est l'extrême droite, et l'extrême droite qui est en train d'user et d'abuser en cherchant à faire croire aux Français que le problème de la France, c'est l'Algérie. Or, vous savez très bien que l'Algérie se porte à merveille, que l'Algérie est en train de se développer, qu'elle réalise de méga projets, que l'Algérie a pris son envol, que l'Algérie a diversifié ses partenariats économiques et commerciaux avec d'autres pays, mais la France, elle est encore en rade, elle n'a pas encore démarré, et elle attend, bien sûr, que bien sûr, le Messie revienne pour que la situation se stabilise, et bien sûr, en France. Donc voilà un peu le schéma de cette dame qu'on appelle Rachida Dati, d'ailleurs un grand numéro, qui a sur le dos de grosses affaires, d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, Ouais. et qui reste encore au pouvoir grâce aux lobbies puissants qui sont installés dans les appareils du pouvoir français et qui la maintiennent au pouvoir, alors que cela est un scandale. Elle a été mise en examen dernièrement en janvier 2026 sur des dossiers de corruption, de trafic d'influence, et elle est encore au pouvoir et elle a encore des ambitions pour être maire de Paris. Voilà à peu près toutes les incohérences que nous sommes en train de voir qui se développent en France, mais nous, en Algérie, nous avons pris nos dispositions. Nous ne nous occupons plus de la France. Ouais. La France est une parenthèse que nous refermons, d'ailleurs, avec beaucoup de diplomatie. Nous refusons d'entrer dans la confrontation. Et l'Algérie, bien sûr, a des priorités, des urgences. Et les urgences de l'Algérie actuellement, ce n'est pas la France. Ouais. Vous vouliez rajouter Oui, quelque tout à chose, fait, dans la droite Samy? ligne de ce qu'il vient de se dire sur Rachida Dati. Ouais. Il faut rappeler qu'elle met souvent en avant la sauce telenovela, sa villa casablancaise, pour rappeler à l'opinion même française et internationale ces liens indéfectibles avec le Maroc et son régime. En février 2025, elle s'est rendue en qualité de ministre de la Culture également, dans les territoires occupés du Sahara occidental. Et par cette visite, elle a une nouvelle fois mis en exergue le soutien français au fait accompli colonial marocain, ce qui est une violation inadmissible du droit international et de la légalité internationale. Mais avant, elle avait mis en œuvre tout un travail de lobbying pour pousser à la reconnaissance par la France d'une prétendue marocanité du Sahara occidental. Vous savez, lié d'amitié avec cet extrémiste Éric Ciotti, qui est actuellement à la tête de l'Union des droites pour la République, donc un parti très très proche du Rassemblement national. Elle s'est rendue en 2023 au Maroc, où elle a rencontré le roi pour promouvoir finalement
une reconnaissance, une prétendue reconnaissance d'un Sahara occidental prétendument marocain. Donc là, on voit bien que cette ministre est plus au service de du régime marocain, du despote marocain, et qu'elle n'a cure des intérêts de la France et des Français. Preuve en est, elle est poursuivie dans de nombreuses affaires, dont il y a récemment, on parle le 18 décembre dernier, son domicile avait même été perquisitionné suite à l'ouverture d'une nouvelle enquête judiciaire qui a été finalement instruite depuis le mois d'octobre. Donc on voit bien que c'est une multirécidiviste. Un procès est prévu en septembre prochain. Oui, notamment l'affaire Renault-Nissan. Voilà, où elle aurait perçu des sommes astronomiques. On parle de 900 000 euros. 900 000 voilà, pour finalement une mission qui n'a pas existé, donc pour un emploi fictif en l'occurrence. Et donc, les accointances de Rachida Dati sont claires, mais elles ne doivent pas cacher celles d'autres pans de la vie politique française. On parle de la ministre des Outre-mer, en l'occurrence Naïma Mouchou, qui est connue pour finalement un soutien conditionnel du régime marocain. Elle appelle souvent à exercer des pressions contre notre pays. Et d'autres personnages aussi de la vie clés de la vie politique. Ouais. On a parlé d'Éric Ciotti, la secrétaire générale de son parti est une franco-marocaine. C'est Hanan Mansouri, qui ne rate aucune occasion pour s'attaquer à notre pays, pour porter atteinte à l'Algérie et pour insulter les Algériens résidant en France. Elle avait même fait une phrase qui avait choqué plus d'un. Elle avait dit littéralement « faites attention aux Algériens ». Donc on voit bien comment cette franco-marocaine est finalement aussi à la tête d'une croisade anti-algérienne. Très rapidement, il faut dire qu'elle traite aussi notre pays de dictature, etc. Je suis prêt à lui prêter mes lunettes pour qu'elle puisse voir davantage son pays de cœur, qui est le Maroc, et le régime qui est aux manettes à Rabat. De votre côté, Monsieur Rabat, votre mouvement, il analyse comment cette guerre de l'information contre l'Algérie et quel rôle peut jouer un mouvement comme le vôtre dans cette guerre ? Alors, c'est une guerre de la désinformation, justement, parce que si c'était de l'information objective, on serait bon. C'est une guerre de la désinformation. Oui. Je crois qu'il faut, il faut rendre de la visibilité, c'est-à-dire que ça va être un travail de corps à corps. Je vous dis, moi, la seule chose qui nous importe aujourd'hui, c'est une prise de conscience politique. Nous devons impérativement, nous membres de la diaspora, encore constitués, avoir un engagement et une prise politique, et une conscience politique accentuée. Parce que seul le regard politique, seule l'objectivité politique doit nous inspirer et doit nous donner le chemin de la liberté et de la victoire. Parce que ce sont seulement les grandes histoires où les hommes, les femmes ont une vision politique, on peut se défendre. Si nous sommes aliénés à l'ignorance et sans prise de conscience collective des enjeux qui se jouent politiquement parlant ici, mais aussi en Afrique et en Algérie, nous ne serons jamais efficaces et efficients. Je crois que notre engagement aujourd'hui, des membres de la diaspora, il est marqué par un certain nombre d'élus qui se renforcent dans leurs convictions politiques et qui se renforcent dans leur engagement politique. Nous, les 7 millions que nous sommes ici, nous devons les soutenir parce que nous sommes dans des principes qui, je vous le rappelle, nous voulons des principes de justice, des principes d'équité, des principes de respect des souverainetés. Et je crois que ce discours politique doit être distillé en France, dans les parlements, au Parlement, dans les institutions françaises, dans les conseils municipaux, pour rappeler que un État, un monde et finalement une vision d'un monde partagé, pacifié, c'est un monde qui respecte les pays souverains. Et je crois que Madame Sabrina Mesbahi, quand elle a fait sa déclaration au Parlement à l'Assemblée nationale, et qu'elle a dit « je suis députée française, je le dis, mais je suis aussi algérienne », elle nous a fait faire un grand pas, c'était assumer finalement pleinement et d'une manière compatible notre citoyenneté française pour ceux qui sont français, et en même temps notre citoyenneté algérienne, car c'est un héritage de notre histoire que nous avons et que nous nous font valoir pour un monde plus juste. Et je crois qu'aujourd'hui, notre diaspora, notre communauté nationale ici, établie en France, doit s'impliquer, et au Moudaf, mais dans beaucoup d'autres mouvements, nous incitons, nous invitons et nous donnons ces prises de conscience partagées pour pouvoir justement revendiquer plus de droits, que ce soit au Sahara occidental, en Palestine et ailleurs.
Très bien. Alors, M. Kassimi, je vous ai vu, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais dire une chose que actuellement cette campagne de dénigrement et cet acharnement contre l'Algérie s'explique par plusieurs exemples. Je pourrais vous donner quelques exemples. Pour vous dire d'abord que nous ne sommes plus dans l'acharnement médiatique et la situation malheureusement s'est dégradée encore plus. Nous sommes dans l'acharnement terroriste. Pourquoi? Je vais vous expliquer cela. Actuellement, au niveau de la classe politique française, on fait des appels pour organiser des rafles pour assassiner et tuer des migrants. Donc, nous ne sommes plus dans l'incitation à la haine, mais nous sommes dans l'incitation à l'assassinat et au meurtre. Donc, la situation, c'est un peu compliquée en France. Et là, je voudrais vous dire une chose, que c'est une stratégie. C'est une stratégie de diversion. Pourquoi une stratégie de diversion? Pour la simple raison qu'au sein de la classe politique, il y a un peu ce qui se passe actuellement, c'est la corruption qui se développe à grande échelle au niveau de toutes les institutions françaises. Et pour faire diversion, on essaye de parler de l'Algérie, on essaye de monter en scène des documentaires comme celui qu'on avait appelé tout à l'heure comme étant un complément de mensonge. Je vais vous dire, Rachida Dati ou bien d'autres ministres, d'autres hauts cadres de la nation. Depuis pratiquement une dizaine d'années, il y a eu au moins une trentaine de ministres et de cadres qui ont été mis en examen pour des affaires de corruption. Et le dernier, et c'est la cerise sur le gâteau, c'est le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Kohler, qui a été mis en examen et qui a été obligé de démissionner. Mais tout cela au sommet le plus élevé de l'État français, ça se gangrène, la corruption à outrance, et on ose parler de liberté, on ose parler de dignité, on ose nous donner des leçons sur la transparence et la droiture, alors que la maison française, pratiquement, elle est délabrée et elle est de toutes parts envahie par des phénomènes qui sont très très dangereux. Ce qui fait pour nous les Algériens, nous sentons que nous n'avons pas d'interlocuteurs en France. Avec qui on va parler? Ils sont tous mis en examen. La corruption, elle est partout. Alors, nous n'avons pas d'interlocuteurs sérieux avec qui on peut construire des passerelles d'amitié, de solidarité. Il y a quelques personnalités qui sont en mesure de le faire. Ségolène Royal, vous avez vu ce qu'on lui a fait subir en France, une véritable campagne où on l'a traité de tous les mots, même de sorcière, de vendue, de traître. Et là, c'est le sommet du terrorisme médiatique qui substitue le débat à la dictature, au totalitarisme de l'extrême droite qui est en train de détruire une France. Et on le voit, c'est à vue d'œil. La France est en train de se détruire et de se morceler. Face à cette campagne, justement, comment répondre, Samy? Alors, juste avant de répondre à votre question, j'ai envie de compléter les propos de M. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Parce qu'il parle de terrorisme. En réalité, on est face à du terrorisme intellectuel également. Voilà. Ceci étant dit, la riposte qui doit être menée, elle est claire. Elle doit être multiforme. Elle doit être par la sensibilisation de la communauté nationale résidente en France, car vous savez, l'un des objectifs de cette campagne, c'est aussi de séparer ce rapprochement entre notre communauté entre notre communauté et la mère patrie. En plus de cela, les médias jouent un rôle fondamental car ils contribuent à débunker toutes ces campagnes malveillantes, ces fake news qui sont en réalité le fruit d'une guerre dite de 4e et de 5e génération et qui s'inscrivent pleinement également dans cette guerre cognitive. Donc c'est par la sensibilisation, c'est par la vulgarisation à l'ensemble de la population de ces concepts que l'on pourra répondre à ces campagnes malveillantes qui n'ont qu'un objectif, encore une fois, c'est d'empêcher l'émergence de l'Algérie qui se voit sur le terrain. Notre pays vient d'envoyer 2 satellites en moins d'un mois. On vient de mettre en service le projet minier de Rajbilette et de la voie ferroviaire. Exactement, et d'autres projets sont en cours de réalisation. Et c'est cela qui dérange. Ça fait jaser. En plus, des positions historique de notre pays, qui est un pays qui n'hésite pas à défendre les causes justes
et à empêcher finalement l'injustice dans le monde. Monsieur Khabat, je vous laisse conclure. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux Algériens de France, à la jeunesse notamment, face aux enjeux d'identité et de représentation médiatique? Je crois que nous devons, sans nous limiter, prendre l'inspiration de ce qui s'est passé dans notre grande histoire algérienne, notamment cette force de devoir nous unir, de rester unis dans les épreuves, de rester unis et de rester très informés, très avisés de ce qui se passe, notamment de nous engager pour un monde meilleur à travers le fait que notre identité algérienne est forte, elle est singulière. Je vous rappelle que je trouve que l'identité algérienne dans la communauté nationale et notamment dans la communauté des Algériens de France est encore trop sous-exploitée, je voudrais dire, dans l'état d'esprit que nous devons revendiquer de ce 1er novembre 54. Moi, je suis émerveillé quand je vois cette histoire des 22 qui avaient 27 ans de moyenne d'âge et qui ont su, à la volonté, à la vision qu'ils ont partagée, défier la première puissance coloniale de l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons nous référer à l'engagement que les jeunes et la jeunesse doivent avoir. Nous devons accompagner cette jeunesse à forger, former leur identité algérienne d'une manière plus forte et leur engagement aussi doit être plus fort et prendre leur part de responsabilité. Nous devons prendre notre part de responsabilité à travers le fait que les enjeux et les défis qui vont toucher ces jeunes vont être de plus en plus nombreux dans les mois, dans les années à venir. Et je crois que, comme le disait bien Francis Fanon, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et la mission de la communauté nationale d'Algériens qui vivent en France, c'est d'être unis par les liens du sang, unis par les liens de l'histoire, et unis pour une protection absolue, l'unité d'un État algérien, d'une souveraineté algérienne à défendre. Très bien, merci beaucoup Monsieur Nasser Khabat. Je rappelle que vous êtes président du MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens en France, et vous étiez avec nous à partir de Lyon. Nous avions également avec nous Monsieur Hassan Qassimi, expert en questions sécuritaires et migratoires, et puis nous avions aussi avec nous notre consultant Samir Qaïdi. Merci à vous messieurs, merci à toute l'équipe technique du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.